Cette maladie touche environ 5% de la population en France, le plus souvent des femmes. Les symptômes peuvent apparaître à n'importe quel âge, mais touchent surtout des adultes jeunes. Douleurs abdominales, ballonnements, troubles du transit, le syndrome de l'intestin irritable, aussi appelé colopathie fonctionnelle, se manifeste par de multiples symptômes et est souvent douloureux. Jean-Marc Sabaté est gastro-entérologue à l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Il nous en dit plus sur cette pathologie. Le syndrome de l'intestin irritable est le plus fréquent des troubles fonctionnels digestifs. Il s'agit d'une maladie chronique qui n'est pas grave en soi, mais qui peut altérer la qualité de vie de façon importante. La définition de ce syndrome est clinique. Elle associe des douleurs abdominales et ou un inconfort associés à des troubles du transit avec une anomalie de la fréquence ou de l'aspect des selles. Et on distingue différents sous-types en fonction du type de trouble du transit, avec diarrhée prédominante, avec constipation prédominante ou des formes mixtes. Il existe différentes causes reconnues au niveau du syndrome de l'intestin irritable. Il y a des causes qu'on dit périphériques, qu'on retrouve donc au niveau de l'organe cible, donc au niveau du côlon, et des causes centrales. Concernant les causes périphériques, on a des troubles de la motricité intestinale. On a également un nouveau concept qui est celui d'une maladie micro-inflammatoire. On a retrouvé ainsi une accumulation de certaines cellules de l'inflammation, notamment des mastocytes, à proximité des terminaisons nerveuses, dans différents segments du tube digestif. Ça a été retrouvé au niveau de l'estomac, au niveau du jéjunum, au niveau également du côlon. On a également des troubles de la perméabilité intestinale. En effet, la barrière entre le milieu intérieur, le tube digestif, et la muqueuse n'est pas complètement étanche, et différentes parties qui sont dans la lumière du tube digestif, comme des bactéries ou différentes choses qui peuvent être sécrétées également, peuvent passer plus ou moins facilement à travers cette paroi en fonction d'anomalies de la perméabilité. Ce qui a été retrouvé, c'est plutôt une perméabilité qui était augmentée dans le syndrome de l'intestin irritable. On trouve également des anomalies du microbiote intestinal, ce qu'on appelle, c'est l'ensemble de la flore intestinale qui représente à peu près 1 kg de bactéries. On a 10 puissance 14 bactéries au niveau du tube digestif et on a retrouvé des anomalies comparées à la flore de sujets sains. Il y a également certains sujets pour lesquels on aurait une pullulation de bactéries au niveau de l'intestin grêle, alors que normalement les bactéries sont moins fréquentes au niveau de l'intestin grêle qu'au niveau du côlon. Enfin, récemment, parmi les nouvelles hypothèses, il y a des anomalies du métabolisme des acides biliaires qui pourraient entraîner soit de la diarrhée, soit une constipation. Et ces acides biliaires sont métabolisés notamment par les bactéries du tube digestif. Enfin, l'alimentation peut jouer un rôle à différents niveaux. Et puis, pour parler de ce qu'on appelle les facteurs centraux, notamment, il y a des anomalies au niveau de la moelle épinière des contrôles de la douleur, mais il peut aussi y avoir des anomalies au niveau du cerveau, de l'intégration des messages douloureux. Concernant la partie des facteurs déclenchants, on sait peu de choses dessus, mais on a quand même quelques formes de syndrome de l'intestin irritable qui débutent après une gastroentérite. Dans les 6 à 12 mois qui suivent une gastroentérite, ce d'autant qu'elle est prolongée, qu'elle dure par exemple plus de 5 jours et qu'elle survient sur un terrain prédéterminé avec notamment un terrain anxieux et peut-être plus souvent chez les femmes, on peut développer un syndrome de l'intestin irritable donc après ce type d'épisode. Également, certaines personnes rapportent le développement de syndrome de l'intestin irritable après des traumatismes psychologiques importants. Enfin, l'alimentation, 2 tiers des patients déclarent que l'alimentation peut majorer les symptômes digestifs et que les symptômes digestifs surviennent à proximité d'un repas. Pour le traitement de la douleur, il faut d'abord expliquer aux patients qu'il s'agit d'une maladie chronique et qu'on n'a pas de traitement pour l'instant qu'on puisse prendre une seule fois pour que les symptômes disparaissent. Alors, on essaye de fixer des objectifs raisonnables, comme par exemple la diminution de la douleur de 30 à 50%. Il y a également différentes façons d'aborder le traitement, un traitement en continu ou un traitement des épisodes douloureux. En première intention, on utilise et on recommande l'utilisation d'antispasmodiques. En seconde intention, après échec de ce premier traitement, on utilise des antidépresseurs à des doses plus faibles que celles utilisées habituellement dans la dépression. Également, certains traitements alternatifs ont fait la preuve de leur efficacité, c'est le cas de l'hypnose. Il est important d'avoir une bonne relation patient-médecin et également de faire ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique. En effet, le niveau de connaissance des patients sur cette maladie est faible. Ils peuvent craindre que cette maladie évolue vers un cancer ou un autre type de maladie. Donc il faut
leur rappeler le caractère bénin de cette maladie, ce qui n'exclut pas qu'ils ont une altération de la qualité de vie qui est parfois importante. Il est important aussi de leur rappeler que si les examens sont normaux, ça ne remet pas en cause le diagnostic, parce que le fait d'avoir des examens normaux peut créer une anxiété chez eux, une angoisse, puisqu'ils souffrent et ils ne comprennent pas cette normalité des examens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut faire pour mieux vivre au quotidien, c'est peut-être maintenant on a des données sur l'efficacité de pratiquer une activité physique qui peut diminuer la sévérité de la maladie et également, dans certains cas où l'alimentation peut avoir un rôle prédominant, de prodiguer des conseils alimentaires simples. Sans exagération, car on a parfois une tendance à suivre de façon trop scrupuleuse les régimes et on pourrait avoir des évictions alimentaires trop importantes de la part de certains patients. Enfin, c'est peut-être le rôle d'associations de patients qui permettent également de valoriser un petit peu cette pathologie et de mieux lutter contre l'isolement que ressentent souvent ces patients, ce qui est un peu paradoxal car cette pathologie est très fréquente. Le syndrome de l'intestin irritable est une maladie chronique qui n'évolue cependant que très rarement vers d'autres maladies. Les symptômes peuvent évoluer spontanément au cours du temps vers une aggravation, une diminution, voire une disparition des symptômes.